Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Mali. Un nouvel invité m'a rejoint, Seydou Daffé. Vous êtes sociologue, ethnologue. Merci à vous. Merci de nous avoir rejoint. Madame Ramata Koulibaly de la société civile est restée avec moi, de même que Tiambel Gimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali, proche du pouvoir. Merci à vous également. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, à sa prise de fonction, l'avait promis, s'attaquer à la pauvreté, au chômage et rendre dynamique l'économie malienne. Alors comment se porte aujourd'hui le Mali sous sa présidence qui prend fin dans quelques mois? Élément de réponse dans ce reportage à nouveau signé Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Après son élection à la tête du pays, Ibrahim Boubacar Keïta avait promis de sortir le pays du marasme économique. Lutte contre la pauvreté et augmentation du niveau de vie des Maliens, Ibrahim Boubacar Keïta a consenti des sacrifices pour le Malien moyen. Le SMIC est passé de 28 460 francs CFA à 40 000 francs CFA en 2016 et 42 800 francs CFA en 2017, soit une augmentation de plus de 40%, tandis que les salaires ont connu une augmentation de 20% avec une baisse d'impôt sur le traitement des salaires de 8% en fin juillet 2016. En 2016, le budget a atteint les 200 milliards de francs CFA pour la première fois avec 500 milliards de francs CFA de budget national dédié aux investissements productifs. C'est ainsi que 15% du budget sont désormais consacrés à l'agriculture. Cette mesure a eu pour effet l'achat de 1000 tracteurs avec des intrants qui ont permis au Mali de retrouver la première place de producteur de coton en Afrique. Face à la crise sécuritaire qui sévit dans notre environnement, dans notre région depuis quelques années. N'importe quel pays qui aurait fait face à cette crise-là aurait eu une économie qui en aurait été affectée. Bon, je pense que nous avons pu résister, que cela grâce aux politiques qui ont été mises en place, aux réformes structurelles qui ont été menées et qui ont fait que justement le cadre macroéconomique a pu être préservé avec une gestion des finances publiques qui soit saine et efficace. À l'entame de son mandat, le chef de l'État avait promis de créer 200 000 emplois pour la jeunesse. Malgré les efforts réalisés, la problématique du chômage des jeunes se pose toujours avec acuité. La situation sécuritaire ne favorise pas la bonne conduite des différents chantiers socio-économiques. Un investisseur a besoin de deux facteurs pour investir, une sécurité juridique et une sécurité factuelle du temps. La création d'emplois, on n'en sait pas où on est. Il nous a promis 200 000 emplois et il y a 210 000 Maliens qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Ça veut dire qu'il nous a promis de l'emploi qui pour le chômage d'une seule année. Et les chômeurs de l'autre zone AD, qui sont les 4 000, c'est eux qui ici aujourd'hui sont sur le Sahara en train de se faire arrêter en cours de chemin pour être vendus comme esclaves en Libye et tout. L'adoption de la loi d'orientation et de promotion militaire portant sur un montant de 1230 milliards de francs CFA, entièrement financé par le budget national sur une période de 5 ans, et la construction de voies bitumées dans le cadre du programme présidentiel d'urgence sont à l'actif du locataire de Koulouba. Cependant, tous ces efforts sont sapés par la crise sécuritaire qui touche désormais le centre du pays. Alors, messieurs, dames, nous avions parlé dans la première partie de notre émission du bilan politique du président Ibrahim Boubacar Keïta. La question aujourd'hui, c'est que dire de son bilan économique? Il a promis effectivement combattre la pauvreté, lutter contre le chômage de façon significative. Madame, je vous demandais avant la pause, et on va faire une petite parenthèse avant de parler donc du bilan économique du président, la question de la certification des élections, on va régler ça en 1 minute. Pourquoi l'opposition de votre pays veut-elle que l'ONU certifie la prochaine présidentielle dans votre pays? C'était ma dernière question avant qu'on ne marque une coup de pause.
Mais qu'est-ce que moi, en tout cas, je vous dis que je ne suis pas politique. Enfin, politique. D'accord. Mais c'est une demande que vous comprenez de la société civile. Mais évidemment, de la société civile. Les partis politiques et même la société civile, pour qu'il y ait un vote, qu'il y ait une élection transparente et crédible, il faut que les conditions soient réunies. Au jour d'aujourd'hui, quand il manque 1 million de cartes Nina, avec quoi on vote? C'est les cartes Nina. Quand il manque 1 million de cartes Nina, est-ce qu'on peut avoir confiance de dire que cette élection va être crédible? Et donc, moi, je les comprends. Peut-être que c'est quelque chose, qu'est-ce que je peux dire, qui pourrait être évité, mais puisqu'il n'y a pas confiance, ces cartes Nina sont parties où? Donc là, déjà, il y a un manque de confiance. Les cartes d'identité sont des cartes d'électeurs, les cartes sur lesquelles, et d'ailleurs, le Premier ministre a annoncé que ce ne serait plus les cartes Nina, mais il va y avoir des cartes d'électeurs nouvelles, qui ne sont pas les cartes Nina, qui vont être éditées et distribuées. Donc, il a cautionné comme quoi il n'y avait pas de confiance sur les cartes Nina. Donc, je comprends. Vous pensez que cette décision traduit que lui-même doute effectivement de la fiabilité des cartes Nina? Je ne vous demanderai pas, outre mesure, votre position. J'imagine que vous partagez celle du gouvernement qui consiste effectivement à dire que le Mali ne remettra pas sa souveraineté, une partie de sa souveraineté à la communauté internationale, notamment à l'ONU. Il y est déjà. Non, nous ne sommes pas dans le même contexte que d'autres pays ou d'autres crises. Ici, les acteurs ne sont pas partie prenante du scrutin et le Mali a une législation à la matière et une organisation reconnue en Afrique de l'Ouest par rapport à la proclamation, à la gestion, la conduite des élections et la proclamation des résultats. Par rapport à cette histoire des cartes Nina, le ministre le rappelait, l'État le rappelait, que les cartes Nina sont soit, ce sont les cartes Nina qui sont utilisées pour les élections, ou bien ce seront une carte d'électeur qui seront conçues. C'est l'un ou l'autre. Ce n'est pas les deux en même temps. Et ça, on aura le temps de les fabriquer. Oui, on passera par une loi, une nouvelle loi électorale. Une nouvelle loi électorale de 18 articles. Sur les 18 articles, 13 articles viennent de l'opposition qui a reconnu, qui a proposé ces articles-là. Ensuite, il y a tout un calendrier à respecter, dont le collège électoral qui va être convoqué le 7 et le 29 juillet, et ensuite le scrutin qui est fixé au 29 juillet. Nous sommes dans un processus qui est clair et qui est assez indicatif. Et là, les nouvelles cartes vont encore... Ça traduit un manque de vision, selon vous. De vision notoire de ce gouvernement-là. De toute évidence, l'histoire récente n'offre aucun exemple, enfin, pas beaucoup d'exemples de pays qui ont fait recours, n'est-ce pas, à la certification par l'ONU. Deux l'ont fait, le Kosovo et la Côte d'Ivoire, dans les circonstances qu'on sait et avec les conséquences qu'on sait. Monsieur Daffé, bilan économique du président Ibrahim Boubacar Keïta, augmentation du SMIC, on l'a vu, mais vous pensez effectivement que le quotidien du Malien s'est nettement amélioré depuis 5 ans? Non, mais pas du tout. Moi, je ne vais pas m'énerver. Non, on ne s'élève pas dans cette émission. Non, voilà, j'ai affaire avec personne. Mais le paradigme, il est clair, hein, c'est-à-dire il est scientifique. Hein. C'est-à-dire que l'État africain repose sur la corruption. C'est un État rentier qui est adossé à une économie de rente. Donc, en tant que tel, il ne peut pas régler le problème. Le paradigme de la chèvre. Il y a des pays qui font des efforts quand même. Oui. Avec la société civile, regardons. On va parler du Botswana, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. On va parler des îles Seychelles, si vous voulez. On va parler du Rwanda. Oui, du Rwanda, l'île Maurice. L'île Maurice. Le Ghana aussi. C'est des contre-exemples. Ça veut dire tout simplement que c'est la politique qui peut résoudre tout ça. D'accord. La politique, ça veut dire quoi? C'est simple, nous on travaille en science. Hein. On n'est pas dans le bavardage, dans le machin. Le paradigme sur lequel repose l'État malien ne permet pas de résoudre. C'est quoi le paradigme concrètement pour aller concret? D'accord. La grande corruption. Il n'y a pas d'économie. C'est la prédation. On est dans... La prédation des ressources de l'État. La prédation des ressources. C'est comme ça que vous résumez le mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est pas moi qui vois les chaussettes. On sait là. Mais ça inquiète. Ça a inquiété le FMI et la Banque mondiale. Vous êtes journaliste, non? Mais ça a inquiété. Mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est ça. Parce qu'on doit surveiller la dette, le déficit budgétaire. Oui. C'est dans ces conditions que la démocratie a été installée au Mali et que la Banque mondiale et le FMI sont venus.
Alors, on va citer quelques actions concrètes pour ne pas rester dans des phraséologies. Le gouvernement malien consacre désormais 15% du budget national à l'agriculture. Ceci a permis, en 2017, à votre pays de devenir premier producteur du coton en Afrique. Mais le coton est produit pour l'exportation. Vous comprenez un peu le mécanisme? Oui. OK? Donc, ça ne va pas créer du capital local. Ah si, quand même. Non, ça permet l'entrée de devises étrangères. Non, mais 60% des produits, des matières premières qui sont exportées par les pays francophones, vous avez 60% ici à la caisse de dépôt et de consignation. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Si on vous comprend, vous pensez qu'on privilégie le coton qui est aujourd'hui une culture de rente au détriment des cultures vivrières, et donc on ne règle pas la question de la faim au Mali. D'accord. Mais Bélim, l'ingénieur français Bélim, c'est au machin. Donc au fond, que le Mali, votre pays, soit devenu premier producteur du coton en Afrique, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et du riz, non, pas du tout. Et en plus, qu'il puisse nourrir toute l'Afrique. Le Mali a cette capacité et cette potentialité-là. Et c'est ce qui est important pour moi. 15%, c'est absolument rien, ok? C'est une pyramide qu'il faut inverser. Non, c'est pas moi qui ai écrit l'Afrique noire est mal partie. Oui, mais 15%... Alors, je précise quand même, de là où je suis, je dois quand même rappeler le cadre. Alors, la déclaration de Maputo fait obligation aux États africains de consacrer 10%. 10% de leur budget à la Mali et le Rwanda. Le Mali et le Rwanda. Maputo, c'est pas sérieux, ok? D'accord. Maputo, non, mais c'est pas sérieux. Ah, mais moi, j'entends votre... mais attends, là, le Berlin 1884, 1885, ça veut dire quoi? On va dépecer l'Afrique à partir des frontières. En 103, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est les États africains qui disent on garde les frontières. Je résume. Ne me parlez pas de Maputo. D'accord. Okay. On ne vous parle pas de Maputo. Votre point de vue, on l'a compris. Gimbayara Tiambel, oui. C'est vrai que quand on veut faire le bilan économique d'un mandat, et qu'on n'évoque que l'augmentation du SMIC, ça peut paraître dérisoire quand on sait la proportion de la population qui est fonctionnaire ou celle qui travaille dans les entreprises. Très peu de Maliens sont concernés par cette mesure, finalement. Quelle est aujourd'hui la mesure sociale la plus forte qui a été prise par le gouvernement malien depuis 5 ans et qui est de nature à favoriser ou à améliorer le quotidien du plus grand nombre de Maliens, notamment les couches défavorisées? Vous l'avez signalé tantôt, je l'ai rappelé, 15% du budget consacré à l'agriculture. Non. Vous l'avez dit, vous l'avez signalé assez, mais c'est un monde important. Nous sommes dans un pays agro-pastoral. Nous avions un programme d'urgence du président de la République qui se déploie sur l'ensemble du territoire national, qui est à travailler un programme accompagné. On ne rappellera jamais les 8200 tonnes de céréales cultivées au Mali résultent d'une politique, résultent d'une vision, résultent à nourrir les 16 millions de Maliens. Nous sommes là dans une logique, nous ne sommes pas dans des incantations. La vie n'est pas faite que d'incantations. Elle est faite de réalité. Elle est faite d'action sur le terrain. Nous sommes dans un processus, dans une crise où un pays peut mettre son PIB à 5,8%. Un produit intérieur brut mobilisé à ce niveau, attesté par le Fonds monétaire international, reconnu comme 3e économie de la sous-région. Monsieur Gimbayara, vous me parlez du FMI, quand moi je vous demande de me citer une mesure phare importante du mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta. Je vous en ai cité beaucoup. Ah bon? Bon, mais excusez-moi de vous demander de répéter. Quelles sont celles Parce que nous sommes, je vous le rappelle encore, c'est un processus, c'est un programme. Je vous rappelle tantôt le programme d'urgence sociale, les réalisations. En quoi Un programme d'urgence sociale qui consiste à ramener de l'eau, de l'électricité, à ramener des structures de base vers les populations, qui s'étend sur l'ensemble du territoire. Ouais, le ministre des Infrastructures, de l'Énergie, qui inaugure à chaque occasion des infrastructures à l'intérieur du pays, qui travaille à rapprocher les populations des réalités et des besoins. Vous avez le Premier ministre qui aide les populations avec le retour de l'éducation à Kidal, de l'enseignement à Kidal, qui travaille avec les populations sur leur localité par rapport aux préoccupations. Le président de la République qui a posé la première pierre d'une unité hospitalière deuxième genre en Afrique de l'Ouest, à Koutchala, dans le sud du Mali. Oui. Vous voyez également des actions... Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de notre émission. À tout de suite. Je ne dirai pas le contraire.